je sais, je en ai parlé hier et puis il m'avait dit oui. Alors je sais pas. Écoute, tant pis, hein, peut-être que il prendra en chemin. Sinon, D'accord. oui. Alors je- j'ai beaucoup réfléchi à ce qui s'est passé un peu la dernière fois. Et en fait, je me suis dit que Teresita n'avait pas tort sur un point. Ah, Mais alors le problème, j'en ai discuté justement avec ce gars qui devait venir là, Pierre Colrat, qui est philosophe politique, sur la question de savoir si c'est nouveau ou pas, non pas dans le concept, les moyens technologiques, mais dans le concept, à savoir l'idée qu'avançait Teresita la dernière fois, qu'on va plutôt vers une sorte de crétinisation de l'ensemble des gens éclairés. Alors on pourrait dire dans un autre langage, l'illettrisme pourrait s'accentuer alors que l'analphabétisme est en recul et que cette christianisation, bon, Teresa peut-être nous en dira un peu plus en quoi elle peut s'accentuer. Alors, disons qu'il y avait un malentendu la dernière fois, c'est que moi, je ne remettais pas en cause spécialement ça, puisque au fond, on pourrait dire qu'en effet, la créditisation a d'autres moyens qu'elle pouvait avoir auparavant. Mais est-ce qu'elle est nouvelle? Alors, c'est ça la discussion qu'il faudrait avoir sur le fait de savoir si la technique, en gros, euh, participe, comme pouvaient dire les vieux marxistes et hegéliens, à l'aliénation des masses, parce que la technique, c'est le nouvel opium du peuple, etc. Euh, Est-ce qu'on peut généraliser? Alors, je vous pose juste les thèmes, hein. Là, vous rebondissez, hein. Je ne tranche pas là, hein. Je pose oui. quelques axes. Ouais. Donc, oui, en fait, dans la fâcheuse, juste Ah, une petite correction, dans la fâcheuse, en fait, intervention. Ah, tu voulais continuer? Pardon. oui, un petit peu, juste D'accord. déployer un petit peu. Est-ce que alors peut-être, on pourrait commencer peut-être comme ça, parce que c'était l'un des axes que j'avais essayé de mettre au point hier. Il y a le siècle dernier, enfin, le siècle dernier, fin 19e, même encore 18e, mais fin 19e surtout, il y avait énormément de journaux, puisqu'il n'y avait ni radio ni télé. Il y avait énormément de médias. Il y avait des journaux qui pouvaient tirer 3, 4 éditions dans la journée à 1 million, 2 millions d'exemplaires, hein. Il y a le temps de Balzac, le temps où il écrivait tous ces écrivains qui avaient, même Baudelaire d'ailleurs, d'autres. Voilà. Enfin, il y avait énormément d'informations ou d'écriture, disons, hein, à cette époque-là. Il n'empêche que ça n'interrompait pas la prégnance de l'idéologie, ça même l'accélérait. Enfin, est-ce qu'il n'y a pas, ça me fait penser à ça tout d'un coup, est-ce qu'il n'y a pas comment on pourrait dire, des mouvements comme ça technologiques qui surgissent, qui produisent, la- accélèrent, pro- font proliférer la communication, mais c'est sur une voie à part, propre, et qui peut éventuellement interférer avec l'histoire des idées, avec le progrès des idées, etc. Mais est-ce que ça, euh, ça accentue ou pas justement le caractère si on compare au Moyen Âge, par exemple, ou à la Grèce ancienne, est-ce que ça découpe encore plus l'individu de lui-même, de son environnement, de la spiritualité, etc. Est-ce que cette prolifération, en résumé, est-ce que cette prolifération de la communication, cet échange, les journaux, etc., avec l'accentuation du scientisme qu'il y avait dans les années
fin 19e, qui a accentué ce sud du 18e. Est-ce que ça a accentué la coupure, comme pouvaient dire certains, comme Léo Strauss ou d'autres, ou Heidegger d'ailleurs, sur l'essence de la technique qui, alors, soit on fait, on dit pour le meilleur et pour le pire, soit on dit que ça accentue une coupure, ça accélère des échanges. Enfin voilà, on pourrait peut-être partir de là. Est-ce que ça appauvrit, comme pouvait le penser Teresita, euh, surtout avec l'intelligence artificielle, est-ce que ça accentue le contrôle social, etc. Alors, je ne sais pas, Teresita, si... Vas-y. Juste en fait pour remettre un peu l'église au milieu du village et revenir sur cet épisode fâcheux. C'est sur le fait en fait qu'il y a une crétinisation de notre espèce. Ce n'est pas moi qui le dis, évidemment, c'est une conversation qui se fait et qui repose sur un socle de bonne foi entre nous. C'est pas une soutenance de thèse avec des notes en pied de page, avec des références bibliographiques, mais la bestialisation de l'espèce, elle est mesurée par différentes méthodologies. Plusieurs instituts l'ont mesuré comme le MIT, Oxford, etc. Il y a plusieurs études psychométriques et neurologiques sur la chute, disons, l'involution dans les aptitudes neurologiques, de spatialisation, de mémoire, d'analyse et de toutes les opérations mentales de, de l'espèce humaine. Je ne suis pas d'accord quand tu dis en fait qu'il y a une augmentation de l'analphabétisme, parce qu'il y a d'abord, il faut voir ce qu'on entend par Non, l'illettrisme, de l'illettrisme, l'illettrisme, en fait. pas pareil. Aujourd'hui, on est dans une sorte d'illettrisme et d'analphabétisme structurel très important. Si tu vois aujourd'hui, en fait, un enfant de 12 ans, pratiquement la difficulté qu'il aurait à écrire en calligraphie, ou écrire en fait sur un clavier, sur n'importe quel support d'ailleurs, mais c'est pas la même relation, la calligraphie avec les claviers. Enfin, il n'y a pas même le même rapport neurologique. Et le même rapport au message, et tu la compares en fait avec en régressant de décennie en décennie, le résultat il est éclatant, il est phénoménologique. En fait, il se prête à je dirais Alors, aucun doute, aucun doute sur la régression. Donc, je sais, tu vas dire son argument d'autorité, mais ça, c'est non, quelque non, chose non, qui. non, est-ce que je peux c'est- t'interrompre c'est- juste... je, non, je- est-ce que je peux t'interrompre juste 2 secondes? ouais. Non, ça me faisait penser à ce que tu dis, à ce que Baudrillard racontait à propos de l'Amérique, là, son livre sur l'Amérique, en disant que, comme on est dans bon, la société de l'image, etc., du son, et que les gens lisent moins et écrivent moins, enfin les gens, un certain nombre de personnes, disons, même s'il y a une prolifération de livres, tout ça, mais en tout cas, il y avait cette idée que avec les nouvelles technologies, enfin depuis là, il s'appuyait sur McLuhan, si tu veux, sur la technique, soit les médias froids, les médias chauds. Eh bien, il y a une sorte d'oralisation qui revient et que l'Amérique devient une nouvelle société primitive. Les gens se parlent plus, ils écrivent moins, c'est plus un échange de photos, d'images, etc. Et ça se passe autrement. Oui, ce Euh, sont des messages qui sont réduits est-ce à leur plus que, simple. Ce sont des messages qui sont effectivement réduits à leur plus simple expression. C'est une oralisation, mais aussi une oralisation par le bas, parce que le champ sémantique s'est énormément appauvri. Et là aussi, il y a beaucoup d'études sur la question. C'est-à-dire que tu as de moins en moins de nuances dans le vocabulaire. Donc, pour dire le monde et la complexité du monde, il faut des mots pour le dire. Le langage précède l'homme, c'est bien connu. Et c'est vrai que ce langage s'étant appauvri, on va vers des messages réellement simplifiés et disons évidemment une mutilation des aptitudes analytique et déductive chez l'espèce humaine. Et tu as dit quelque chose, en fait, tu as fait, il faut faire une différence. C'est vrai qu'on n'est plus dans une société de savoir, on est effectivement dans une société de l'information. Le savoir, en fait, c'est une arborescence de données, pour parler en langage informatique, c'est une arborescence de données qui se mettent en perspective les unes avec les autres. L'information, c'est un message unique. Et la communication, c'est la diffusion de cette information. Mais on n'est plus dans une société de savoir, c'est-à-dire que les gens ne prennent pas le temps d'apprendre, les gens ne prennent pas le temps de lire des livres qui ne sont pas immédiatement connectés à ce qu'ils croient être leur réalité.
Donc, ils lisent en fait ce qu'ils Hmm. pensent être de l'information, c'est-à-dire des messages monothématiques. Et effectivement, ça, c'est aussi cette société de l'information qui s'oppose, qui entre en confrontation avec la société de savoir. C'est aussi, je pense, en des grands maux de notre époque. Pour revenir au sujet, disons, qui est sur la question Attends, mathématique. juste, excuse-moi, il y avait Marco qui avait levé la main. Si... Ah oui, Oh, pardon. on est Allez. passé à autre chose maintenant. Par contre, sur la question du vocabulaire, essentiellement. Donc, c'est bien vrai qu'on a peut-être moins de mots, mais je trouve que le problème de base, ce n'est pas le nombre de mots, mais la façon dont on se rapporte aux mots. Donc, c'est une façon euh, mécanique qui relève justement de l'expérience qu'on a avec les ordinateurs, par exemple, avec les médias. Donc, en fait, on n'a pas besoin forcément, si on revient à l'Antiquité, d'accord, on pourra être même analphabète, d'accord, mais on a un rapport, disons, même poétique avec les mots, les très peu de mots qu'on connaît. Donc, on pourrait revenir, je ne sais pas, dans une tribu d'Afrique, mais on a un rapport intime, on a même un sentiment, bien sûr. Donc, il n'y a pas d'aliénation entre les mots, par exemple, et ma physicité, mon corps, mon expérience, voilà, physique quasiment. Donc, ces questions-là d'aliénation du langage, de tout. Donc, on entre dans un langage quasiment numérique, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, En c'est fait, n'est pas seulement le nombre de mots, ce n'est pas qu'il nous manque les mots, mais c'est qu'on n'a pas, on n'utilise pas beaucoup de mots puisqu'on n'en a plus besoin. On n'en a plus besoin parce que dans un monde virtuel, à quoi ça sert? Non, alors là, moi, je suis pas tout à fait d'accord parce que la réalité est quand même extrêmement complexe. Donc, on tendrait justement, il y a toute une série Oui, de phénomènes disruptifs qui entrent en ligne de compte et le monde se globalisant, il fait entrer des réalités géopolitiques et culturelles nouvelles. Donc, justement, on aurait tendance à avoir besoin d'un vocabulaire plus important que celui d'une tribu non connectée, par exemple, une tribu non connectée. oui, oui, mais je veux dire, oui, Une tribu non connectée en Amazonie emploierait, disons, aurait, disons, un bassin sémiologique, en fait, sur lequel elle pourrait puiser pendant plusieurs générations, parce que, à défaut, disons, de faits nouveaux, de faits disruptifs nouveaux, il n'y aurait pas besoin de faire évoluer ce vocabulaire ou de faire entrer des nuances inexistantes jusqu'à présent pour rendre compte de la réalité. Dans le monde dans lequel on est, on aurait besoin, en fait, non seulement d'un vocabulaire, mais aussi d'une grammaire. Parce que ce qui s'appauvrit, en fait, c'est pas seulement le glossaire. Ce qui s'appauvrit aussi, c'est le bassin sémiologique. Ce qui s'appauvrit, le champ pardon, sémiologique en français, ce qui s'appauvrit, en fait, c'est aussi la grammaire. Et la grammaire, c'est, enfin, je veux dire, l'utilisation des formes du passé, l'utilisation des formes passives, actives, etc. Tout ça tend à disparaître. Et on va en fait même finalement vers des formes dans certaines langues, pas encore en français, c'est vrai, mais dans l'usage de certaines langues, on va par exemple vers l'usage de verbes à la forme infinitive, donc où on ne conjugue même plus. Donc c'est ça oui. aussi, ça va d'ailleurs aussi un peu avec l'idéologie de genre, la disparition des féminins, des masculins, etc., la Oui, confusion mais des pronoms et tout ça. justement, mais pourquoi? Et donc, Parce qu'il se trouve que le langage, ce n'est pas une question seulement philosophique, c'est aussi une question neurologique, c'est une question cérébrale, c'est une question de système nerveux, c'est une question d'évolution. Et le fait le fait que depuis 2000, qui est en fait la phase souvent soulignée en fait du déclin du cerveau humain, de la régression ou disparition de certaines de ses facultés, le fait d'avoir transféré beaucoup de nos fonctions à la machine, à une machine qui reste quand même très stupide parce que c'est une machine qui n'est dotée que d'un seul programme, mais le fait d'avoir transféré fait que on a tué, on a neutralisé, on a mis sous silence certaines de ces fonctions
et le langage fait partie de ça. Donc, il y a clairement une concomitance entre l'apparition des nouvelles technologies et la disparition de certaines fonctions et l'imbécilisation de l'espèce. L'imbécilisation, sa première manifestation, c'est la déperdition de langage. Ça, Alors, est-ce qu'il n'y a pas aussi un autre au élément début était le verbe, hein. Ça, c'est quand même. Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas un autre élément aussi, bon, qui a déjà été vu, c'est l'atomisation liée justement au fait que la prolifération des médias, le fait que, par exemple, la veillée a disparu, c'est plutôt chacun isolé dans son programme radio ou télévision. La création d'univers virtuels avant qu'il y ait la réalité virtuelle, hein. Suivre des séries, son feuilleton favori, le fait que même quand il y avait la radio, dans les années 30, enfin, je me rappelle d'avoir lu des choses comme ça. Il y avait, tout le monde entendait, après le repas, on écoutait un opéra ou on écoutait de la musique. Et puis, il y avait le père de famille qui fumait la pipe en lisant le journal, les enfants qui jouaient, la maman qui tricotait. Enfin, il y avait, voilà, c'est ces stéréotypes-là que tout le monde déteste maintenant. Enfin, qu'un certain nombre de gens détestent. Mais ils étaient dans une bulle collective, on pourrait dire familiale. Là, maintenant, ça s'est déployé. Les enfants vont dans leur chambre avec leur propre matériel. Tout le monde se subdivise. Alors, est-ce que c'est pas ça aussi, Thérésita, qui fait que cette atomisation, cette personnalisation du rapport au monde, du rapport à l'autre, etc., fait qu'à ce moment-là, bah, ça devient de plus en plus difficile, en effet, de parler et qu'il vaut mieux presque des onomatopées ou effectivement, comme tu dis, des verbes à l'infinitif, etc. Et s'il n'y a pas justement cette pression. Et en plus, ah oui, je voulais terminer, et il n'y a pas aussi la pression des courants politico idéologiques, etc., qui empêchent aussi quand même les gens qui ont des choses à dire de parler. Il y a aussi cet aspect-là qui Oui, fait bien que, sûr. regarde, sur Twitter et tout Mm, ça, tout ce qui se passe là, mm. Musk, Mm. la Mais Commission ça, européenne qui va interdire Twitter, etc. bah Enfin oui, voilà, c'est la juste des bah ça, idées. c'est à partir d'août, on devrait être très attentif avec ça parce que oui, quand le Digital Security Act va être appliqué, là, on va Ouais. revenir, aux standards de censure, que nous avons connus ces 2 dernières années, avant Elon Musk. Et c'est vrai que depuis les années 70, le slogan a remplacé l'argument. Donc le slogan, en fait, c'est fantastique parce que ça donne un vernis, politiquement correct et de respectabilité dans une certaine tribu politique ou idéologique. La Mais punchline, la punchline. voilà exactement, mais ça remplace l'argument, ça remplace la dialectique, ça remplace la réflexion. Et puis c'est vrai aussi que je crois, en fait, c'est mon opinion, hein, je sais pas ce que Marco en pense, mais qui est terré là-bas quelque part, mais c'est vrai que dans le temps long favorise la réflexion. En fait, quand tu es, dans des discussions familiales et que le même thème va occuper le débat pendant un mois, par exemple, question liée à l'avortement ou une question liée, je ne sais pas, il y a un personnage politique nouveau qui apparaîtrait sur la scène et qui fait débat, et cetera. Disons ce temps long permet d'enrichir, à quelque niveau que ce soit, en fait, la discussion, le débat et on apprend beaucoup plus. En fait, ça aussi, ça fait partie des fonctions neurologiques. On apprend beaucoup en parlant, par l'oralité. Lorsqu'on est en fait abreuvé d'informations à la place de savoir et qu'un sujet tient 5 minutes, le temps de développer, d'affiner, d'aller d'approfondir la réflexion disparaît. Donc on est totalement, on est, je veux dire, sous des espèces de temps, enfin oui, de sortes de tempêtes en fait permanentes d'informations, mais qui sont tous des épiphénomènes et qui ne permettent pas en fait de creuser la réflexion. Je pense qu'une de ces manifestations de tout ça, quand tu disais les gens s'enferment, sont dans leur espace, etc., c'est l'aliénation. Il y a une très belle image dans la culture biblique, en fait, dans l'Ancien Testament, dès la Genèse, en fait, qui est que ce qui libère l'homme, en fait, c'est le fait d'avoir goûté
au Après? fruit du savoir. Voilà, Ouais. il a Ouais. goûté au fruit du savoir. Donc il perd l'immortalité qui est souvent le caractère divin, qui le mettait à égalité avec Dieu, mais il gagne cette autre part de divinité qui est en fait l'accès au savoir et qui le libère d'une certaine façon. Et c'est vrai que le savoir a cette dimension, l'érudition a cette dimension libératrice. Le trop-plein d'informations a au contraire procure cette espèce de phénomène de sensation qui est au contraire celui de l'atomisation et de l'aliénation. Marco, tes résultats te sollicitaient là sur. Bon, enfin, bon, à la limite, je pourrais ajouter une petite note sur la question du fruit défendu. Là, le problème, c'est qu'on détache le fruit, on va saisir, on arrache quasiment, on s'approprie de ce fruit en le détachant de la source. Donc là, c'est un problème. Évidemment, dans un récit biblique, il y a une rédemption, donc il y a tout un schéma pour remonter, donc pour réparer le tort, pour ainsi dire. Mais voilà, ce mouvement d'appropriation de quelque chose qui est défendu, d'accord, d'une façon mécanique, donc détaché de la source, ça c'est une activité, même un mouvement même mécanique qui est constitutif de notre époque. Oui, Donc, mais tout le problème de l'information, bien sûr, donc la détérioration de l'activité noétique mentale dans un monde atomiste, donc aliénation et tout ça, l'information, il n'y a plus de connaissances, la connaissance réduite, bien évidemment, mais cela me semble très, très évident, quoi. Il y Ouais. a, tout devient information. Donc, je m'empare de ça, mais puis, pourquoi en faire? Pourquoi en faire? Donc, c'est une époque de compulsion, pas de liberté. Donc, la compulsion est conçue en tant que vraie liberté. Et la vraie liberté, tout est à l'envers. Et la vraie liberté est mise à l'écart, comme si c'était, voilà, en fait, une imposition. Voilà. Et même pour les jeunes, surtout pour les jeunes, surtout. Je voulais poser une question là. Thérésita, ça me fait penser là. Euh, euh, Au niveau neurologique, hein, puisque c'est je ne entre suis pas temps. neurologue, hein, donc je ne Oui, peux pas oui, non non, plus mais je trop, comprends. Non, parce mais qu'après je vais disons, faire si on peut. pseudo-scientifique de plateau. Non, mais si Ça on peut pas. suffit de t'identifier en tant que tel. Non, Voilà. mais si on parle de la maïeutique, par exemple, chez Socrate, la réminiscence, etc., l'idée que, bon, dans la conversation, va surgir des choses auxquelles on n'aurait pas pensé et tout, est-ce que euh, ça disparaît? Ou alors c'est plutôt instrumentalisé, et là ça me fait penser à une anecdote que je vous livre. Il y a quelques années, bon, un vieil ami et sa copine, on aimait bien discuter pour rien, c'est-à-dire échanger, comme un peu on est en train de faire là un peu maintenant. Et lui, ça l'intéressait plus d'échanger parce que comme il y avait beaucoup d'activités dans des grosses sociétés, pour lui, parler, c'est de l'argent, quoi. Parler, échanger, confronter des hypothèses, faire des théories, etc. Eh bien, c'est dans un cadre pratique. Et parler comme ça, on imagine que Socrate pouvait parler, puisqu'il se moquait des sophistes qui parlaient en étant payé. Alors, je ne sais pas si Socrate était payé ou pas quand il était invité chez Gorgias, etc. Je ne sais pas, là j'ai un trou. Mais Ah ouais, parce qu'à chaque fois, il était invité. Bon, est-ce que, voilà, c'est juste, je résume là, est-ce que comment on pourrait dire, oui, la maïeutique n'est
n'est pas instrumentalisé. Par exemple, les talk shows, tu parlais de talk show à la télé, etc. Les neurologues de plateau et tout, ils sont payés pour ne rien dire, en fait. Hein. Oui. Enfin, ça, je ne sais pas, parce que oui, enfin, de Ah toute bah si, façon, ils sont payés. des médecins qui sont payés pour ne rien dire sur les plateaux, maintenant, sont quand même Ah oui, presque institutionnalisés, pour ainsi dire. Donc, ouais. c'était plutôt des épidémiologues, mais je veux dire, ça peut être de tout, en fait. Ouais. Alors ça, je ne sais pas. Ce que je sais, en fait, j'aime bien l'allégorie, en fait, de la Genèse sur le livre, sur le fruit défendu, l'arbre du savoir, parce qu'en fait, c'est dans la Genèse, c'est l'arbre du savoir, ce n'est pas le fruit défendu. En fait, Oui, ensuite, la voilà, connaissance, c'est la vie. après la Bien lecture évidemment. rabbinique, la lecture rabbinique qui en est faite, effectivement, et qui présentera plus tard le serpent comme Satan, etc. Mais l'origine, il y a cette dimension, en fait, d'arrachement, disons, de l'éternité, de la condition divine et du jardin d'Éden, pour aller vers une condition humaine, mais qui conserve, en fait, cet atout extraordinaire qui est celui de la liberté, qui reprend la liberté. La liberté est un attribut des dieux. Et c'est vrai que dans le registre, c'était mieux avant. C'était mieux avant. C'est vrai que quand on se parlait avant, il y avait à la fois cette notion de liberté, de liberté de ton, de chercher à confronter des idées, et en même temps une espèce de sensualité dans le savoir, qui est le propre au fruit défendu. En fait, on se réunissait, ça fait vraiment très vieux et très, très, c'était mieux avant, mais on se réunissait un peu pour ne pas être d'accord. Et d'une certaine façon, c'était une manifestation de courtoisie, d'être toujours d'accord. Dans la culture de slogan et dans la culture du politiquement correct, à partir du moment où le politiquement correct fait vraiment intrusion et qu'il se substitue même à la culture des slogans des années 70 qui surgit du creuset de la guerre froide, tu as une sclérosation totale des arguments, je ne dirais même pas des idées. Et donc, c'est vrai que là, avoir des conversations dans lesquelles tu puisses estimer qu'il y a une possibilité de voir la personne évoluer ou de toi-même évoluer vers en fait des accents, des nuances, une orientation que tu n'aurais pas pensé, ou voir d'assumer avoir découvert quelque chose, ça c'est complètement, c'est totalement impossible. Et tu vois en fait dans les débats aujourd'hui, c'est-à-dire que quelqu'un arrive avec un postulat et ce postulat est le même à la sortie. Mais Il n'a subi parce que pourquoi parce la qu'on n'est plus racine de ce phénomène? parce qu'on n'est plus dans le savoir, on n'est plus dans la dialectique, on est dans l'information et même pas on est dans la communication de l'information. Mais C'est-à-dire qu'il y a Jessica, savoir, communication, savoir, bien information, sûr, communication, ce sont trois strates. Et le savoir, en fait, c'est l'arbre du savoir, c'est-à-dire c'est une arborescence infinie qui croît, en plus, elle est dynamique et biologique. L'information, c'est une idée et la communication, c'est la dimension fonctionnelle qui est liée à cette information. C'est quelque chose. Donc, Donc voilà, on est. il y a l'étape suivante dont parle Bill Gates et d'autres, c'est que dans les salons ou dans les plateaux, avant, on pouvait apprendre par cœur du Kant, du Hegel ou des poètes, Byron, etc., pour frimer devant les personnes en faisant croire que ça vient tout seul alors qu'on l'a appris. Et là, ça serait de greffer donc des bouts de Kant, de Hegel, de Platon, etc., et de pouvoir faire semblant de connaître et d'intégrer, parce qu'il y a des expériences qui sont en train d'être faites là. Je pense pas. Enfin, bon, je ne sais pas. Bah, il y a quelques expériences, j'ai lu là, On est dans de- l'idée du corps augmenté, du cerveau oui, augmenté, et ça, c'est c'est ça. demain. Il y a Mm. déjà des expériences qui sont vieilles maintenant, qui ont 20 ou 30 ans, en fait, en orthopédie, par exemple, sur le corps augmenté. Neuralink d'Elon Musk travaille, il y a l'idée du cerveau augmenté, tu as sur les questions de surdité, de phénomènes de cerveau augmenté, enfin de système nerveux augmenté, en ce sens que tu as tout à coup des activités, des zones du cerveau qui se mettent à fonctionner par le biais, disons, de machines qui sont incorporées. Mais dans l'ensemble, l'idée
d'inoculer par voie mécanique des idées, ça je ne sais pas. Et d'ailleurs, pourquoi le ferait-on alors qu'il s'est démontré, s'il s'est avéré si facile, mais si facile par l'ingénierie sociale tout simplement, et avant par la propagande, et avant par des catéchèses, et l'endoctrinement. Mais l'endoctrinement, il y a des endoctrinements très complexes et très riches en fait, qui finissent d'une certaine façon par distiller une forme d'intelligence. Là, on parle vraiment de l'endoctrinement basique et animal pavlovien, pour ainsi dire. C'est vrai qu'aujourd'hui, il est très facile d'inoculer des idées chez les gens. On l'a vu pendant le cours du delirium tremens covidien. Et tu vois la pauvreté en fait des débats quand il y a une crise, quelle qu'elle soit. On l'a vu ce week-end avec l'affaire Prigojine. Ouais. Tu as une pauvreté d'arguments qui est extraordinaire, avec des gens qui ne doutent à aucun moment, malgré leur ignorance objective de la Russie, de l'Ukraine, des langues, de la situation militaire, de ce qu'est Wagner, etc. Leur ignorance objective, ils ne doutent à aucun moment d'en arriver à affirmer des conclusions catégoriques. Et ça, ils le font parce qu'il y a un conditionnement moral qui fait que il y a le champ comment je dire, d'arguments possibles sur une crise pareille, vu le niveau d'endoctrinement est très pauvre. Et ce qui est assez amusant, c'est aussi justement, si on parle de déperdition sémiologique, on parle de déperdition intellectuelle, on parle, mais tout ça, mais il y a aussi une déperdition d'aptitude psychologique, par exemple la modestie, l'humilité. Tu vois, c'est-à-dire que face à l'ignorance, par moment, tu te retiens. Tu te dis, je réserve mon opinion. Parce que je ne peux pas construire une matrice d'opinion en l'absence Mais de justement, savoir. Mais là, ça n'existe plus. En fait, ça n'existe plus. Les gens affirment catégoriquement des choses. En plus, ils le mais font devant des millions de personnes. est-ce que Mais c'est pas Sans... un pourquoi effet? pas? Pourquoi pas? Oui, Est-ce que pourquoi pas, oui. tu as raison, puisque tout le monde. Enfin, c'est l'époque dans laquelle on vit, en fait. Est-ce que C'est-à-dire c'est que pas Puisque justement? Dieu est mort, je devrais Ouais. ajouter, puisque Dieu est mort, pourquoi pas? Tu parles des Russes, Non, mais donc là, Dostoïevski, d'accord? Marco, au niveau des médias plutôt, Hmm. est-ce que ce que dit Teresita, c'est pas lié aussi à la démultiplication narcissique des écrans qui fait que lorsqu'on a son nœud de serviette dans tel ou tel média, etc., et qu'on a une certaine notoriété, on ne veut pas la perdre, quitte à dire n'importe quoi, en effet, oui, et à l'affirmer. ça peut être une Et explication, mais ça peut être aussi l'absence de narcissisme, parce que par ah oui, exemple, s'être trompé publiquement devant des millions de personnes, ça devrait générer une blessure narcissique, voire une blessure narcissique tellement forte que pratiquement une blessure thanatologique, pour ainsi dire, avec une sensation de mort. ouais, Mais c'est vrai que comme ce qui est perdu et ce qui est mort, et c'est aussi la pudeur. S'humilier publiquement et se tromper pour une information qui sera démentie de façon véhémente très peu de temps après, quand on l'a affirmée, je veux dire, sans aucune espèce de nuance et sans aucune espèce de précaution rhétorique, ça ne dérange personne parce que je pense que justement cette idée, le narcissisme, sa traduction sociale, c'est quoi? C'est le sens de l'honneur, par exemple. oh, mais ça, il a disparu, ça, non, le Mais ça, sens de ça a l'honneur. disparu. La pudeur, c'est aussi une des traductions Bien sûr, morales du narcissisme. Ouais, bien sûr. Mais ouais, tout cela, pourquoi? Et il vaudrait peut-être mieux se rendre compte que l'outil, donc la machine en tant qu'objet, ce n'est pas la racine du problème, c'est une manifestation d'un problème, d'une façon de vivre, si tu veux. Donc, même d'une idée Mhm. qui est au fondement du développement de la technologie en tant qu'objet. La technologie, donc, d'abord, n'est pas un objet, mais c'est un monde, en fait. Un monde, un chemin de vie, si tu veux, Mhm. qui présuppose la mort de Dieu. Donc, si on ne se confronte pas avec ce problème de fond
de base. Hein. On, Ouais, mais qu'est-ce que tu entends par Dieu? Est-ce que ben, c'est ce la qu'entend fin dernière? Dostoïevski, par exemple, Oui, c'est qu'on entend au 19e siècle lorsqu'on oui. parle de la mort de Dieu, mais C'est-à-dire on qu'il n'y a n'a plus de plus vérité. conscience de Il la y a plus, nature du problème. il y a plus de vérité dernière. C'est ça que ça veut dire aussi. Chacun a sa Ben, vérité relativiste. l'univers est une machine. Oui, il Il n'y n'y a a que la plus, science. finalement, la vie intérieure a disparu puisque il n'y avait pas de fondement. Oui. Donc, certainement, il n'y a plus de vérité ultime. Il n'y a plus d'esprit au-delà du mien. Mais il y a un besoin de vérité par la science quand même. Il y a, Ben, c'est la science en tant que machine. oui, Donc, même c'est la Non, chez, machine qui va ouais, nous ouais, donner, à ce même chez moment-là, Nietzsche, même ouais. chez Nietzsche, ben, tu le as ça, hein. rationnel, la raison moderne, c'est une raison, finalement, qui fonctionne telle une machine. Ouais. Teresita, tu voulais dire quelque chose? Non, en fait, moi, on en a parlé avec Marco, et moi, je fais une différence très rudimentaire, mais je pense qu'elle a sa pertinence, modestement. C'est que pour moi, la science, c'est le propre de l'intelligence humaine. Et la science, l'épistémologie, et tout ce qui accompagne sa démonstration et ses process, comme on dit aujourd'hui. Et la technologie, c'est l'intelligence de la machine. La science, en fait, dépend de l'arborescence du savoir, et elle croît parce qu'elle croît biologiquement comme un arbre. La technologie, c'est un programme unique pour l'instant. Oui, oui, mais Alors, c'est vrai j'ai qu'en l'impression. fait, Oui. dans le cadre de l'intelligence dans laquelle on se trouve aujourd'hui, par le biais des objets connectés, l'intelligence des choses, etc., c'est vrai qu'il y a le fantasme, et je crois qu'il est fondé, d'aller vers un système, et là, je suis d'accord avec toi, où la machine deviendrait en tout totalisant, qu'elle est déjà partiellement en train de devenir, et en tout englobant. Mais Mais je c'est pas un prolongement de l'intelligence alors. et c'est pas un prolongement du tout parce que en fait, c'est C'est un la moment donné, thèse de Gilbert Simondon. la machine en fait, depuis accompagne en fait le développement de notre espèce, en fait, Ouais. de l'âge de bronze, l'âge de cuivre, l'âge de fer, etc. Le développement des machines de guerre, le développement, enfin tout ce qui accompagne le développement de notre espèce dans toutes les civilisations, depuis les premières implantations entre le Tigre et l'Euphrate jusqu'à notre jour. Enfin, toutes les civilisations brillantes sont traduites par des machines pensées par l'homme. Et c'était en fait, elles répondaient à un programme, c'était de la technologie. La différence de la science, c'est qu'en fait, c'est une arborescence de choses. La science, ça pourrait aussi être l'érudition, tout simplement. Ouais. Et la technologie, aujourd'hui, est devenue, avec la physique quantique, etc., elle est devenue progressivement une intelligence qui a une sorte d'autonomie intellectuelle partielle. C'est ce qui fait en fait son saut en qualité. C'est Il que n'y avait jusqu'à présent, pas. les Ouais. machines très sophistiquées n'avaient pas cette intelligence, qui n'est pas Oui, une intelligence biologique, même si c'est une intelligence extrêmement rudimentaire, et c'est une intelligence qui nous repose, mais très rudimentaire, mais qui dépasse déjà l'homme dans certaines opérations, dans beaucoup d'opérations mentales. Donc, oui, elle devient, c'est vrai qu'elle interroge notre espèce, et elle interroge effectivement la question du divin, elle interroge le sens, l'idée que nous nous faisions de la vérité, en fait, l'idée que nous faisions de la phénoménologie, elle interroge beaucoup de choses parce qu'elle se met en compétence avec notre espèce, même si elle reste très rudimentaire. Et c'est vrai que c'est un sujet à explorer qui est un peu ce qui nous réunit Mais aujourd'hui. est-ce que c'est pas la question de la praxis aussi, de la mise en pratique? Parce que je parlais, alors, je ne sais pas si tu as entendu, quelqu'un qui s'appelle Gilbert Simondon sur la question de l'objet technique, justement, où c'est vrai qu'il y a une différenciation à maintenir entre science et technique, mais il y avait cette idée que la technique prolonge notre sensibilité, fait en sorte qu'on puisse aller un peu plus loin. Non, Enfin, parce que dans son côté positif, hein. ça, Dans c'est son déjà côté. une idée, en fait, où tu es en train d'intervenir, d'interagir avec la machine en tant qu'alter ego, c'est-à-dire que la machine
Tu mets des choses dans la machine et la machine met des choses en toi, pour parler de façon très schématique. Donc la Même machine l'instrument ferait une sorte inerte, mais la machine jusqu'à présent, l'instrument inerte. Regarde la ma la pioche, la charrue. voilà, en fait, Est-ce la pioche que... de charrue, ce sont des machines qui rentrent dans le cadre d'une fonctionnalité, pour ainsi dire, d'une domesticité. Mhm, Elles n'ont pas besoin des lois de la robotique. En aucun ouais. moment, elles ne peuvent mettre en danger l'espèce humaine, sauf que ce sont des machines de guerre, mais qui ont été pensées pour cela. Elles continuent à obéir à une certaine fonctionnalité, à une certaine domesticité. Le propre de la machine, c'est quand elle rompt la loi de la domesticité. Tu vois, c'est Mais quand elle. comment elle peut rompre, sinon par une dynamique, par exemple, j'imaginais, enfin d'autres d'ailleurs, comme dans le film Hair, là, l'ordinateur qui accompagne chaque personne dans sa bulle, et de telle sorte que même elle puisse organiser sa vie et même se faire aimer par lui, ou Mais l'aimer en quelque en fait, il y sorte. a il faut qu'il y ait une dimension volitive. Par exemple, dans 2001, l'Odyssée de l'espace, Mm. la machine tue, mais elle tue pour préserver la mission. Parce qu'elle a été programmée pour préserver la mission. Donc, elle est quand même dans un contexte de domesticité et d'obéissance à un Mais système, toi, tu penses un qu'il y aurait une programme, sorte... mais il y a tu- quand même, à un moment donné, un libre arbitre qui s'exerce auprès de la machine, et donc une dimension volitive, puisque d'elle-même, elle doit poser le diagnostic de quand est-ce que le système est en danger, et donc tuer pour préserver le système. Mm. Et donc, et aussi apparaît cette idée, bon, alors là, c'est vraiment de la science-fiction, mais pourquoi pas, non, de la mort de la machine. C'est-à-dire que la machine développe en fait un comportement anthropocentré, et elle développe la peur de la mort quand elle est Mais, débranchée. Mais, ouais. mais ça reste quand même, aujourd'hui, on est quand même assez loin de ça, mais pas si loin de on n'est pas si loin, on ne sait rien de la psyché de la machine, et on ne sait pas si elle peut développer une dimension volitive, Bah, si elle peut vouloir quelque chose. il faudra qu'elle soit vivante, là, on en revient au débat. Non, Bah, il y a deux, c'est-à-dire, il y a- l'idée, c'est pour ça que c'est totalement disruptif, et que ça, effectivement, ça questionne l'idée de Dieu, oui, parce que ça questionne si la machine peut se mettre en concurrence avec des espèces biologiques, dont l'espèce humaine, et développer une idée supérieure. Ça met en question beaucoup de processus, en fait. C'est-à-dire que la machine générer une espèce d'intelligence synthétique qui serait anthropocentrée, ou qui pourrait interagir en tant qu'alter ego. Pour l'instant, même aussi sophistiquée soit-elle, même dans les systèmes ChatGPT, etc., elle travaille sur des données humaines, finalement, qu'elle connecte entre elles. mais est-ce Mais que ça, il y a ça, un moment donné où elle peut donner le saut. C'est ce dont on parle aujourd'hui. oui, est-ce que Oui, ça concernerait, en fait, une grande majorité, c'est l'histoire des 20%, 80%, ou je ne me rappelle plus, 10, 70, 20, enfin, chez Pareto. Enfin, il y a cette idée que la machine, elle concernerait, au fond, l'atomisation ou l'aliénation, comme tu dis, bon, la grande majorité des gens, mais une élite, un peu comme en Californie, là où les responsables de Google, d'Apple, etc., ils se vantent que leurs enfants ne touchent pas une seule machine et qu'ils apprennent le bien grec sûr. et le latin. Alors, Oui, est-ce qu'il y aurait ça, l'élite, formée à oui, l'ancienne? oui, je pense Ouais. qu'aujourd'hui, bon, il y a des rapports du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, de la Banque mondiale, pas du Fonds monétaire international, qui ont été élaborés pendant la pandémie, par exemple, et sur le décrochage scolaire de centaines de milliers d'enfants qui ne sont plus jamais revenus à l'école pendant les phases de confinement. Mhm. Mais il n'en reste pas moins que dans ces lieux de très grande pauvreté, qui est une pauvreté circonstancielle, hein, parce que bon, dans ces lieux de très grande pauvreté, les enfants développent les aptitudes sociales et les aptitudes intellectuelles que nos enfants ne développent plus, ou peu, ou mal. Et, Du et genre, donc, du genre. eh bien, par exemple, tout ce qui va avec l'intelligence des autres, avec l'empathie, l'intelligence émotionnelle, le sens de la survie, de la préservation,
de la protection, de tout ça, quoi. Mhm. Et tout ce qui fait à notre espèce et d'ailleurs à toutes les espèces biologiques parce qu'en fait, ils développent l'éthologie humaine que nous ne développons plus. Nous sommes un peu Et- en divorce avec notre condition humaine et notre condition biologique parce que et c'est pour ça la machine, il y a 2 façons de la voir. Soit une machine super intelligente qui serait, qui aurait des idées maléfiques en ce qui concerne, l'espèce, qui est un peu le fantasme qui est agité et moi je ne dis pas que je n'ai pas les compétences pour dire jusqu'où est-ce que c'est possible ou pas, mais je sens que ce n'est pas impossible et qui pourrait prendre des décisions, ne serait-ce qu'accidentellement, qui seraient funestes pour notre espèce. Mais je crois qu'il y a quelque chose en revanche qui est d'ores et déjà palpable et qui est d'ores et déjà une réalité et ce en quoi la machine peut être totalement funeste pour notre espèce. Ça, c'est déjà mesurable. C'est dans effectivement l'atomisation de la société, la désagrégation des comportements sociaux, le divorce avec notre condition humaine et les conduites humaines, en fait, tout ce qui fait à l'éthologie humaine, l'imbécilisation de l'espèce. Et là, en ce sens, elle peut être une menace, elle est une menace pour notre espèce d'ores et déjà, indépendamment de la façon dont elle évoluerait. Voilà, donc ça c'est la thèse. Marco, là-dessus? Oui, ben, sur la nature de la technologie. La technologie, d'abord, je pose une question ouverte et j'élabore un petit moment, si vous voulez. D'abord, la technologie en tant qu'outil, déjà, objectif, quoi. Donc, déterminé qu'on arrive à manier même. Ne serait-il pas le biais par lequel l'homme moderne essaie d'achever un propos? D'accord? Donc, enfin, la finalité de l'homme moderne. Alors, je trouve que souvent, et là c'est mon élaboration, souvent on se trouve, on vit comme des poissons qui ne sont jamais sortis de l'eau. Et si tu vas chez ce poisson et tu leur dis qu'il se trouve effectivement, il nage dans l'eau, ils te regardent comme un complotiste. Mais ce n'est pas possible. Parce que pour avoir conscience de la présence de l'eau, il faut à un moment donné sortir de l'eau. Bien sûr, on a à cet égard l'exemple de la caverne de Platon, n'est-ce pas? Pour savoir qu'on se trouve dans une caverne, on doit en quelque sorte avoir un lien avec l'extérieur. Un lien que, en termes mythiques, narratifs, Platon nous décrit en termes de anamnésis, n'est-ce pas? Donc, on a une connaissance, si tu veux, pré-empirique. Donc, avant de naître, on a une expérience directe. Ce terme, c'est une fable, d'accord? Mais bon, juste pour dire que l'esprit humain, avant d'être incarné, ben, il a si tu veux, une essence, une présence ailleurs. Alors, souvent, je dis, on se trouve au centre de ce problème, en fait. C'est qu'on n'a pas conscience de la nature du lieu dans lequel on se trouve. D'où la perte aujourd'hui quasiment enfin, très répandue, disons, hein, c'est le moindre qu'on puisse en dire, de conscience d'une différence essentielle entre l'outil, donc la technique, et la technologie, terme d'ailleurs essentiellement moderne, mais qui, en fait, suggère qu'on a eu effectivement une révolution au niveau conceptuel, au niveau d'idées. Tu remontes, et des auteurs tels, je ne sais pas, Husserl, Edmund Husserl, en avait pris
en quelque sorte conscience lorsqu'ils ont indiqué l'importance d'un retour à l'étude de auteurs, de scientifiques, donc des philosophes de la nature tels Galiléo, n'est-ce pas? Donc, on a perdu conscience de cette révolution cartésienne, qui, après, au niveau politique, on peut remonter même à Machiavel, bon, grâce à laquelle on a maintenant non plus des outils qui servent essentiellement, sont créés, forgés essentiellement pour résoudre des problèmes pratiques de l'homme. Je dois me construire un toit et j'ai besoin d'un marteau, j'ai besoin de clous, etc. Pas du tout. La technologie moderne a une finalité essentiellement différente. Elle ne vise pas constitutivement, il ne vise pas à résoudre nos problèmes, il vise à transformer notre finalité. Et cela concerne au niveau philosophique, ah bah oui, essentiellement pour connaître le monde moderne, on doit revenir à ces questions de base, sinon on ne comprend plus rien, sinon on se retrouve toujours dans l'eau et on se dit, bah, il n'y a pas d'eau. Et donc, on revient au problème de l'aube de la modernité. On dit, bah, pourquoi nous nous trouvons dans un monde moderne? C'est quoi le sens de ce monde moderne? Et il se trouve que si on étudie les sources de la modernité, il se trouve que l'idée, là, c'était de fonder un monde, et ça nous le montre aussi Shakespeare, qui nous prévient de ce problème machiavélique, fonder un monde qui va résoudre le décalage classique, naturel, on peut dire en termes très simples, entre l'esprit et le corps. D'accord? Entre donc le contenu et la forme. Bien sûr, il y a des ramifications à tout niveau de l'existence de ce problème, mais finalement, donc, la technologie en tant que telle, bien sûr qu'il y a des outils, mais finalement, c'est pas, il y a une aliénation qu'on ne retrouvait pas dans le monde de l'Antiquité entre l'outil et l'homme. Par exemple, l'ordinateur, ce n'est pas un homme qui peut le construire. Bon, mais cette aliénation va pari passu, donc il va dans le bras avec une conception mécaniciste de la nature. Donc c'est la nature elle-même qui doit être transformée en technologie. Donc, et l'homme, la nature humaine aussi, doit être transformée sur le chemin. Donc, ce n'est plus une question de se servir d'un outil innocemment au niveau pré-rationnel, si tu veux. Bon, on ne réfléchit pas, on a un marteau, voilà, on s'en sert, il n'y a pas de question, il n'y a pas de problème, ça va m'aider. Bien sûr, la charrue, ça va nous aider, mais on a un développement exponentiel, et ça, on le retrouve par exemple dans les armements. Jusqu'au début jusqu'à la modernité, d'accord, on n'a pas de développement, d'évolution, comme on dit aujourd'hui, d'accord, on est tellement habitué à ces termes. On n'a pas de progrès en termes d'armes. On a la lance, on a l'arc et la flèche, on a les culs, voilà, c'est simple, c'est assez simple. Mais avec les nouvelles machines, on a l'idée qu'on peut transformer et en fait se servir du fondament de l'art, du fondament de la technique, du fondament naturel pour le transformer et créer de nouvelles machines qui vont résoudre une fois et pour toutes le problème de fond de l'homme, y compris le problème de la guerre, y compris, d'où même la notion inouïe dans l'Antiquité, avant la modernité, d'une guerre qui pourrait résoudre le problème de la guerre. La dernière guerre qui va, voilà, c'est tout, c'est fini. Tout ça, et l'idée même de progrès technique et tout ça, c'est inouï dans la modernité. C'est sûr qu'on peut dans l'Antiquité, on peut nous prévenir, on peut nous
nous dire, ben, écoutez, il y a les graines, il y a les petites pousses, d'accord, de ce problème de l'arrogance humaine, de l'hubris, etc. On le trouve à la tour de Babel, etc. Mais, et ce n'est pas seulement dans la Bible, bien sûr, on l'a en Platon, on l'a en Chine, on l'a partout. Mais on ne parle pas d'un monde dans lequel on se trouve déjà, surtout, et même, on n'envisage même pas un monde fondé sur ce principe. D'ailleurs, ce principe, si je pouvais voilà, terminer sur cette note que je trouve éclairante, une note shakespearienne d'ailleurs, et voilà, qui regarde Machiavel. Le monde dans lequel on se trouve aujourd'hui, c'est un monde désormais, et c'est le monde moderne dans son essence, un monde qui n'est pas fondé sur l'être, et donc qui vise à l'être, et donc un monde qui retourne à l'être, mais un monde qui est consciemment fondé sur la prétention de l'être. Je fais semblant, et tout est prétention. D'où, bien sûr, et donc la dégradation du langage, de la connaissance, tout ça, c'est un effet, ce n'est pas une cause. C'est une manifestation de ce problème. La dégradation, donc la réduction de la connaissance à l'information, tout est matériel. À l'argent, les paroles, ce sont comme des sous, c'est liquide. Ça n'a aucun sens fondamental. Tu vois, tout est machine, tout est non-sens finalement, tout est prétention. Même la conscience, la pensée, tout revient au vortex. Tout est fondé sur le vortex. Et on se sert du vortex, ça c'est la différence entre excusez-moi, je termine vraiment là, entre le matérialisme moderne et le matérialisme ancien. Pour les anciens, Démocrite, etc., le vortex, ce n'est pas quelque chose que tu peux domestiquer, apprivoiser, et donc tu peux te servir pour fonder un nouveau monde. Pour les modernes, non pas. Parce qu'ils ont trouvé un langage symbolique, mathématique, etc., ce que tu veux, Vieta, on le trouve même jusqu'à Descartes, et ils se disent, ben non, effectivement, on peut se servir du vortex pour construire un nouveau monde fondé sur l'apparence et non pas sur l'être. Ça, il me semble, c'est la racine du problème qu'on vit aujourd'hui. Pierre Gitard, tu voulais... Non, c'est très intéressant, effectivement, dans ce que Marco dit, il y a beaucoup de choses à retenir, en fait. Cette différence entre technique et technologie, c'est vrai que la technologie, effectivement, c'est comme une espèce de cosmogonie de la machine et qui finit par créer une vacuité et une dégradation de tous nos comportements humains. Je ne sais pas si je ne veux pas trahir la pensée de Marco, en fait, mais par exemple, lorsqu'il parle de l'arme de la guerre et des machines de guerre, les machines de guerre, en fait, ont toujours servi, évidemment, et ont toujours pensé d'une certaine façon d'abord à nuire à l'ennemi et deuxièmement à protéger les propres troupes. Donc, tout ce qui a été fait sur le plan technique, en fait, en art de la guerre, a répondu à ces deux priorités qui pouvaient s'inverser, mais globalement, c'était ça. Aujourd'hui, on est dans la guerre des lâches. C'est-à-dire que on a des armes de guerre avec des drones, toutes sortes disons, d'objets volants sans tripulation. On fait la guerre à distance avec des victimes civiles au sol, etc. Donc, toutes ces notions de courage, toutes ces notions, mais aussi ces notions qui sont liées à la peur de la mort. On peut maintenir pendant des décennies de fausses guerres comme le font les États-Unis parce que les outils technologiques permettent de faire plus longtemps la guerre en engageant moins de troupes. Et c'est une espèce de... On est dans une guerre lâche. Et je pense que c'est effectivement cette espèce de cosmogonie de la machine et cette sorte de colonisation de la réalité humaine par la machine fait qu'il y a toute une série de... Elle obéit à certains comportements.
qui dérive beaucoup de la couardise et aussi de la société des loisirs. Donc, on n'a pas et de la peur de la mort et de l'idée qu'on ne va vivre dans une espèce de monde utopique où la maladie et la mort n'interviendront pas, mais le crime non plus. Ce sera une société lisse, transparente, dans laquelle le contrôle de l'espèce humaine par la machine permettra d'éradiquer un certain nombre de fléaux. Finalement, ce dont on s'aperçoit déjà aujourd'hui, sans aller plus loin, sans attendre des décennies, c'est que cette espèce comment dire, de pacte méphistophélique avec la machine, comme j'aime à l'appeler, cette espèce de pacte méphistophélique pardon, avec la technologie, fait qu'il n'améliore pas la condition humaine, mais au contraire, il la dégrade. Il dégrade non seulement notre qualité de vie, mais ce qui fait à notre fondation, à notre condition. Je ne sais pas si j'ai Il bien la traduit dégrade, mais l'esprit toi, de tu es capable de dire qu'il la dégrade. Tu es toujours capable de le dire et de le penser, mais parce que nous sommes une génération charnière aussi, parce que nous avons voilà, mais en fait, nous avons vécu, mais nous sommes les derniers, en fait. voilà, mais en fait, on pourrait te répondre que là, cette dégradation, la notion de dégradation est liée à des illusions du passé, et le but ici, c'est d'établir voilà, un monde qui dépasse les bornes des époques précédentes. Mais C'est clair Ça que vaut le quand coup, en ça fait, vaut le coup. il faut regarder, faut avoir recours à l'expérimentation. Tu vois, quand tu vois par exemple une agression dans une certaine situation X, donc par exemple le réfugié syrien qui menace avec un couteau des familles. Tu vois les comportements sociaux en fait de protection de l'enfant. Donc tu as une mère qui se balance qui met son corps sur la poussette, mais tu as aussi un père qui part en courant et qui laisse sa femme seule avec le bébé dans les mains. Bon, tout ça, ce sont déjà des produits déshumanisés, en fait. Tu vas me dire, la lâcheté Oui, a toujours existé, la couardise a toujours existé, etc. non, non, Mais pas c'est comme vrai que ça. tu le vois de manière maintenant collective, c'est-à-dire que tout ce qui fait à la condition humaine, tout ce qui fait au réflexe biologique, c'est-à-dire le propre à toutes les espèces, pas seulement la nôtre, tout ça a été déconstruit par la machine. Parce qu'on a délégué beaucoup de fonctions, pas seulement les opérations mentales, pas seulement celles qui se font avec la calculatrice. On Oui, a délégué beaucoup de fonctions à la machine. Et oui, même des fonctions qui ont à voir avec l'empathie, avec l'émotion. Et donc, c'est vrai que tout ça nous déconstruit parce que il y a l'idée aussi, cette hubris de l'espèce humaine qui est de croire que nous ne sommes pas des animaux, que nous ne relevons pas de la condition biologique, que nous sommes mais supérieurs, que nous avons une valeur ajoutée, que disons notre masse cérébrale qui nous rend pas mal plus intelligents que l'espèce qui nous suit, qui est le chimpanzé, avec qui nous partageons plus de choses en commun que le zèbre ne le partage avec le cheval, nous rend totalement différents et que donc nous pouvons nous prostituer avec la machine, nous pouvons jouer aux jeux interdits avec la machine sans pour autant que ceci n'altère notre condition. Et c'est ça l'erreur. Oui, c'est en train d'être. Et comment est-ce que tu le démontres? Tu le démontres avec certaines auteurs de certaines disciplines qui étaient très en vogue en fin du 19e et début du 20e et qui, pour X, Y raison, sont tombées en désuétude. Et je pense, pour moi, c'est très important, c'est l'éthologie, c'est l'étude de la conduite humaine. Mais, oui, alors, tu as une question. Oh, si, excuse-moi. si je peux dire deux mots, non, mais sauf si tu finis, Oui, tu veux rebondir. j'ai lié D'accord. une proposition à ce Mm. discours. Mais effectivement, on a une contradiction à l'aube de la modernité. Parce que si d'un côté, on nous montre dans le discours officiel, donc tu retrouves un Descartes, mais tu le retrouves probablement encore davantage en Kant,
on voit l'être humain en tant que supérieur, cette entité voilà, qui dépasse tout, voilà. L'éclairé, donc Aufklärung, etc. De l'autre côté, tu vois que cet optimisme a un côté obscur, une dimension obscure qu'on retrouve bien sûr dans les auteurs tels Machiavel et Hobbes. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que Dorian Gray, à l'extérieur, l'homme fait semblant et aujourd'hui, tout ça revient à la surface. C'est seulement à l'extérieur, la façade de l'homme qui est voilà, supérieure, qui est lumineuse. En réalité, l'homme, dans le monde moderne, est conçu en tant que bête, évoluer en quelque sorte, mais seulement en quelque sorte, seulement dans le sens où il fait semblant de ne pas être bête. Et comment peut-il faire semblant de ne pas être bête? Eh bien, en inventant des mots, un langage symbolique dans lequel il se transporte, il se projette. Donc, il a une image de soi qui puis finalement est liée aussi à ce mouvement de se projeter en Dieu pour se justifier, d'accord? Mais en réalité, l'homme, il est bête. Il est tellement sauvage, en fait, il est peut-être la pire des bêtes, il est tellement sauvage qu'il a besoin à tout moment des machines, d'un mécanisme, donc de Leviathan, oui, de Hobbes, le Léviathan, donc de cette machine d'État, de règlement pour lui gérer la vie. Parce que sans ce règlement, la bête s'autodétruirait. La bête retomberait dans un état de guerre continuelle, acharnée, de loup contre le loup. Enfin, une situation infime et bien sûr radicalement dépourvue des providences divines. Donc, de sens ultime. C'est ça la conception, l'anthropologie moderne. Fondamentalement, on parle d'évolutionnisme, etc. Fondamentalement, qu'est-ce qu'on est, nous, sans ce langage symbolique qu'on a appris, selon ce qu'on nous apprend à l'école d'ailleurs? On n'est que des bêtes. C'est pour ça qu'on a besoin de l'ordinateur, de la technologie qui va nous sauver, des médicaments, des vaccins, et des ça et des règlements tout le temps pour Alors, nous si, entretenir. si je peux intervenir, Bien sûr. non, mais sur réagir un petit peu, je me demande si l'occasion ne fait pas le larron aussi. Enfin, je pars doucement là, comme ça, au sens où, quand vous parlez, bon, différenciation technique, technologie, dégradation de la science en information, etc. Est-ce que c'est pas lié aussi à développement des villes, des excitations, du fait que on préfère l'émulation entre humains. Et d'ailleurs, c'est ce que reprochait Rousseau quand il dit justement dans le contrat social, l'inégalité, le discours sur l'inégalité, dès que les hommes ont eu envie de danser devant chacun, il y a la jalousie qui s'est suscitée, qui s'est constituée. Il y a cette idée que, c'est pour ça qu'ils vivaient un peu en autarcie, il y a cette notion que plus on est dans l'émulation, plus ça suscite non seulement l'esprit de compétition qui peut être sain, qu'on peut trouver chez les animaux aussi, de curiosité, etc. L'éthologie, effectivement, c'est, comme dit Teresita, c'est très important. Chez Conrad Lorenz, il explique bien que un chien, quand il renifle tout le temps son environnement, c'est pas parce qu'il cherche à manger, c'est qu'il cherche à le connaître, quoi. Et que donc les animaux essayent de marquer, etc., etc. Et que nous, on fait ça aussi. Et ça, c'est sûr. Mais et quand on veut moins d'émulation, alors on se réfugie à la campagne, comme faisait Rousseau. Et le contre-coup de la technologie, enfin disons, du passage de la technique vers la technologie, contre-coup, c'est le romantisme, hein. C'est le refus, c'est surtout le second romantisme
qui est de dire il faut s'opposer, il faut revenir au monde du chevalier. C'est Nietzsche aussi qui est contradictoire en disant il faut la puissance, la volonté, mais ici il faut revenir à l'homme-dieu. Bon, voilà. Alors tout ça, c'est vrai que ça fait réfléchir. Mais je me demande si le changement de finalité, qui était en effet eschatologique dernier, avec un ordre immuable, etc., le paradis, l'enfer, ouais, et que avec la modernité, tout est possible. D'un certain côté, on se construit le paradis sur terre, hein, c'est l'idéal du communisme, ou dans la nation, c'est la nation s'appuyant sur le sang, hein, c'est l'histoire du nazisme, etc. Bon, est-ce qu'il n'y a pas ce changement de finalité? Ben, c'est pas une occasion aussi pour certaines puissances, de se dire, bon ben voilà, il y a ce passage vers la machine, on va utiliser la machine pour se créer des super fortunes, des super pouvoirs. Hein, c'est pas que dans la science-fiction qu'on a des super pouvoirs, des, Ouais. des puissances tentaculaires, enfin moi ce que j'appelle dans mon jargon Galbraith, par exemple, dans les années 60, il parlait de technostructure, hein, à un moment donné, Ouais. tout ce qui était ingénierie, etc. Bon, bah, c'est c'est moins le PDG que le directeur général qui a de l'importance. PDG, c'est plutôt un diplomate. Et il cherche le moyen des marchés. Il deal avec l'État, etc. Mais c'est le directeur technique, un général qui s'occupe du reste. Donc, technostructure mondialisée, globalisée, et qui devient aujourd'hui de plus en plus fermée Ouais. et qui en effet, le côté de la bête dont tu parles, eh ben, il va le vivre puisque tout est permis, avec l'affaire Einstein, etc. Ouais. Foucault l'explique bien avec Sade dans Histoire de la folie, dans le fait d'une sexualité complètement débridée et complètement Ouais, folle. moi, dans l'éthologie, je ne vois pas du tout comme l'étude de la bête, en fait, avec un Non, B non, non, majuscule. non, non, bien sûr, bien En sûr. fait, l'éthologie, je le vois justement comme l'étude de fonctionnement de conduite extrêmement sophistiquée et extrêmement, comment je dire, affinée et ajustée aux réalités Non, de mais survie. il Par y exemple, dans oui, l'éthologie, tu as le protocole de séduction, par exemple. C'est oui. vrai que la machine, elle détruit le protocole de séduction. Elle crée, par exemple, des applications de dating qui font disparaître le protocole de séduction et qui finissent par avoir, mine de rien, un effet sur la sélectivité de l'espèce. Donc, en fait, la bête, c'est pas la bête sauvage, hein. La bête, Non, non, l'animal que nous sommes les passions, avant la technologie est un animal extrêmement sophistiqué. C'est pas une bête sauvage, c'est pas une bête forcément cruelle. Si elle est cruelle, c'est simplement en accord avec la nécessité de l'espèce de survie, de protection, mais ce n'est pas donc il y a pas l'écologie en fait. C'est pas, ça ne doit pas réduire l'animal. Disons, il y a une période qui traverse toute l'histoire, en fait, où le nomade Abel et Caïn, en fait, encore une fois, pour se référer à une allégorie biblique et sumérienne, pour ainsi dire, en fait, qui remonte jusqu'aux premières implantations humaines, en fait, cette espèce de division entre nomade et agriculteur, hein, qui est la naissance même de la civilisation, des premières civilisations. Caïn est le méchant qui veut tuer Abel. Caïn est Cain, l'agriculteur, c'est Cain, Caïn par un français, oui. Et le sédentaire, oui, Cain, l'agriculteur, et Caïn et Abel et le nomade, en fait, c'est l'esprit libre, etc. Il est gentil, il est représenté comme gentil, c'est un esprit noble. Et c'est vrai que pourquoi l'agriculture, en fait, elle vient avec la machine, elle s'accompagne de la machine, elle a besoin de la machine pour d'abord pour construire des maisons, pour s'implanter, pour travailler la terre progressivement, etc. Et la machine a toujours été plus ou moins perçue comme néfaste, mais en même temps avec un côté, une boîte de Pandore, mais en même temps fondamentale pour construire ces grandes civilisations qui nous ont précédés. Et donc, mais c'est vrai que là, le vrai saut en qualité, c'est celui de la technostructure, celui de la technologie, c'est celui de la société de contrôle.
Et ça, ces applications sont infinies et elles sont pratiquement dans tous les cas de figure, sans vouloir rentrer dans une représentation perverse, mais en général, elles sont contre-productives au minimum, voire néfastes. Par exemple, dans cette société de contrôle, la technostructure produit une infinité d'outils de contrôle des populations civiles. Par contre, tu vois, et là je suis en train d'écrire un essai sur le sujet justement, elles appauvrissent tout ce qui est intelligence. Les services aujourd'hui, les grandes centrales d'intelligence, quand tu regardes, en fait, tu remontes 40 ans en arrière d'opérations à l'extérieur, dans tous les cas, les services occidentaux se sont plantés. Toutes les aventures qui ont été initiées se sont terminées en eau de boudin, pour le dire vulgairement. D'accord? Pourtant, on a transféré des centaines de millions, des milliards plus exactement, dans le développement de systèmes biométriques, de systèmes d'intelligence technologique, de contrôle, de satellitaire, de tout ce que tu veux, d'écoute, de tous, des centaines de millions. Et pourtant, encore aujourd'hui, on le voit, que ces guerres soient légitimes ou pas légitimes, qu'elles soient directes ou par proxy, on se plante d'une manière grotesque. Donc les États-Unis, principale puissance du monde, sont partis la queue entre les jambes d'Afghanistan avec des talibans qui sont en fait des pasteurs, des gardiens de chèvres en mobilette entrant dans Kaboul, la principale puissance du monde en termes technologiques. Et sur l'Ukraine, indépendamment du bien fondé ou non de cette opération de l'OTAN au travers de l'Ukraine, ça ne prend pas une bonne tournure du tout pour les alliés de l'OTAN. Donc, en fait, dans toutes malgré finalement tous ces outils de contrôle, en termes de sûreté et en termes d'intelligence, ça représente zéro. En termes d'influence, en termes de développement de l'influence de l'Occident dans le reste du monde, c'est un désastre, c'est complètement contre-productif, heureusement sans doute d'ailleurs. Et en revanche, ça fonctionne quand même dans un domaine, c'est effectivement le contrôle du citoyen lambda. Ça fonctionne en fait pour le contrôle des populations civiles. Parce qu'aujourd'hui, on a complètement normalisé l'utilisation massive de systèmes biométriques en tout et pour tout et pratiquement dans chacun des gestes de notre vie. Nous sommes en situation de traçabilité totale au travers de la machine. Et donc là, il est complètement pertinent de parler de technostructure et d'une technologie englobante, totalitaire, à des fins qui ne sont pas des fins tautologiques qui seraient en fait ceux de la machine elle-même, mais à des fins d'une élite, on peut le dire, effectivement, qui sont en certain nombre de happy few, qui ont développé ces outils et qui nous tiennent à leur merci. Et là, c'est vrai qu'on peut parler quand même d'une sorte de monde, d'une forme d'esclavitude qui défie les siècles, qui défie les siècles. Quelque chose de complètement paradigmatique et qu'on n'a jamais vu. Et souvent, l'esclave ne sait pas lui-même, ignore lui-même sa condition d'esclave. Et bon, et ça, pour moi, c'est peut-être la partie la plus dramatique de ce qu'on est en train de vivre, en fait. Il y a une ironie, si je peux. Il y a une ironie qui est liée au discours qui tient Jacques Attali, par exemple, n'est-ce pas? Je ne sais pas si vous avez eu l'opportunité d'écouter un peu l'entretien. Pas encore moi, mais je vais le faire ce soir. Je te demande pardon, j'ai pas eu le temps. Donc, il y a une ironie parce que, et je trouve que la plupart des gens qui l'accusent d'être démoniaque, etc., ils n'ont pas bien compris que eux-mêmes, ils partagent une conception de la vie avec lui. Je m'explique. Jacques Attali, il est clair sur ce point. Lui, il te dit ce qui va se passer. Il ne te dit pas qu'il aime ce qui va se passer. D'accord? Or, alors, il parle du suicide de l'humanité, par exemple, n'est-ce pas? Et alors, il te dit, écoute, l'homme moderne, l'homme en général, mais puis, bien sûr, il a une conception évolutive de l'espèce, etc.,
bon, qui partage avec tous, avec tout le monde, en gros, aujourd'hui. Donc, l'homme moderne, le capitalisme, l'ancien, entre guillemets, est destiné au suicide. Alors, il y a une seule solution, puisqu'il y a, voilà, on a affaire avec une crise à tout niveau aujourd'hui, bien sûr, il y a une seule solution, le globalisme. Voilà. Donc, le globalisme, tu parles de biométrie, etc., donc la technologie comme instrument aussi de contrôle, ben, c'est la seule solution au problème du suicide collectif. Donc, Attali, il se conçoit, et pas seulement lui, mais aussi tous ces grands idéologues du globalisme, Bill Gates, etc., ils se conçoivent eux-mêmes, ils se voient comme des défenseurs, même prophètes, si tu veux, de la liberté au niveau global. Le globalisme, la structure de contrôle, il est là pour garantir notre liberté. Sans ce système, sans ce régime de contrôle, on irait tout droit vers le Armageddon, Oui, donc mais bon, l'apocalypse. ça, c'est l'idée en fait de tous les totalitaires. C'est l'idée, je suis votre sauveur, je suis votre Robin des Bois. Oui, Enfin, mais si ils vous ont voulez, aussi raison, en quelque sorte. une idée messianique un peu. Ils n'ont pas raison parce que ces outils Non, mais attends. et cette technostructure, en fait, et justement, c'est pas un suicide, c'est un assassinat. Mais la globalisation, je dis juste ça parce que après j'ai oublié, mais c'est important. C'est quand même dans le cœur du sujet. C'est vrai que pour préparer les machines, parce que quand même chez l'être humain, il y a encore des réflexes d'autopréservation et il y a encore une aspiration au bonheur, par exemple, et un certain nombre de choses qui sont très humaines. Il y a de moins en moins, mais elles sont encore là. Et donc, pour préparer l'être humain à être complètement envahi par la machine et à être totalement asservi par la machine, etc. Et faciliter aussi, c'est de propulser cette matrice d'addiction que l'on a à la machine. Il faut vraiment détruire et déconstruire tout ce qui fait à sa condition, c'est-à-dire à sa conduite humaine. Donc, si on globalise, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on uniformise. Oui, bien sûr. On détruit toute la narrative religieuse, on détruit tout ce qui fait à ses rites et coutumes, on en fait une espèce C'est d'uniforme. ce que dit- C'est pareil avec l'idéologie de genre, par exemple. Lorsqu'on encourage la dysphorie de genre et on la fait sortir de la psychose vers l'uniformisation et vers une nouvelle morale, on est en train de détruire l'altérité biologique de l'espèce humaine, donc on la déshumanise, on la machine en fait. On est en Bien train de nous sûr. machiner. Si je pouvais inventer un verbe, on est en train de nous machiner. D'accord? Parce que évidemment, la machine n'a pas de sexe, elle. Donc il y a tout, c'est une espèce de fabrique en fait, parce que sinon, quel est le sens de toute de tout ce prosélytisme d'idéologie de genre dès la plus petite enfance? Quel est le sens pour défendre l'existence de 0,0001 sujet qui sont hermaphrodites ou qui souffrent de syndrome de la différenciation sexuelle ou d'une perversion sexuelle? Bon, c'est quand même très peu, une part infinitésimale de la population. Pourquoi Bien sûr. tout cet effort de prosélytisme maintenant, avant c'était une journée de la Gay Pride, maintenant c'est un mois de la Gay Pride. On voit bien qu'il y a un effort, on martèle, on martèle, on martèle l'idée. D'accord? Donc, et pareil, la globalisation, c'est ça. Vous mangerez tous la même chose, vous vous habillerez de la même manière, vous écouterez la même musique, vous aurez les mêmes croyances, la même spiritualité mielleuse, etc. C'est ça, on déconstruit la conduite humaine, on déconstruit la culture, on déconstruit les c'est ce que, traditions. On part sur si l'idée tu que me permets, le révisionnisme historique, tout ça, c'est un tout en fait. c'est ce que disait Marx dans le manifeste du Parti communiste, hein. Oui, il faut déconstruire en fait. La révolution industrielle et la bourgeoisie à sa tête, en tant qu'élite historique, amène à la destruction de tous les anciens modes justement comment on pourrait dire,
représentation, mais pas seulement, d'enveloppement du monde, de l'imaginaire. Et là, on passe vers l'industrialisation de l'imaginaire et du corps. Donc, comme ça, il y a une continuité de ce mouvement-là. Et qui, alors bon, écoutez, ce que je vous propose, c'est peut-être une petite conclusion, parce que là, ça fait 1 heure et demie qu'on discute. Mhm. Mais on faisait le premier épisode, hein, on continuera. Lucien, Alors, si je pouvais là-dessus, là vas-y, où, conclus quelques alors. secondes, Moi, là où Attali il a raison, là où il a raison, je trouve, que c'est que le monde moderne, enfin le régime, si tu veux l'appeler le capitalisme, le marché qui s'est déroulé, tout ce qui s'est déroulé jusqu'à là, n'est plus soutenable. Et les pays européens, tous ces technocrates, ils s'en sont rendus compte. Il n'est plus soutenable pour plusieurs raisons, et peut-être même que la plupart de ces raisons-là ne sont pas visibles voilà, aux citoyens. Comment? mais Mais quand tu dis soutenable, tu veux dire le système c'est n'est plus que- comme tu sais que souvent il parle même Micron, il parle du vieux capitalisme, on ne peut pas continuer avec cela, il faut s'ouvrir, il faut voilà, s'ouvrir au marché, je ne sais pas, une transformation de notre oui, vie, oui, mais il là faut tu faire des nous dis, sacrifices, bien sûr, mais donc je ne dis nullement que Attali il ait raison sur le fait que le globalisme, c'est une solution, parce que bien sûr, ce n'est que la consommation de de ce délire, mais je dis que effectivement, la raison moderne fait face à un échec. Et pour l'instant, on fait semblant que tout est bien, que ça suffit qu'elle se transforme en globalisme et tout ça, ou la soi-disant intelligence artificielle. Et donc à Harvard, par exemple, tout récemment, ils ont introduit comment s'appelle-t-il là, le box, là, Chat GPT, ben, chat GPT en tant que prof. Donc, mhm. il est dans certains cours Mhm. de technologie, évidemment. Mais qui sait, peut-être que demain, après-demain, ils vont s'en servir pour d'autres cours dans le royaume du transhumanisme. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qui me concerne, c'est évident. Et déjà, on l'avait compris au 19e siècle. Il y a un Mhm. échec, donc total finalement, essentiel, au noyau, je veux dire, de la raison moderne. Donc, elle est morte. Elle est morte avec Dieu, elle est morte. Donc, maintenant, on fait semblant. On a le marché qui cache cette mort. Mais voilà que les gens ne s'en rendent pas compte. Et donc, ils se disent, mais pourquoi cette transformation du globalisme? Pourquoi l'électricité? C'est évident que ça n'a aucun sens, c'est irrationnel. C'est évident que moi, je veux avoir ma liberté individuelle. Et lui, il te dit non. Attali, il dit non, tu ne peux pas. Pourquoi tu ne peux pas? Parce que ce n'est pas soutenable. Parce qu'il faut savoir que le cirque qui te permet d'avoir cette liberté de t'acheter tes beaux vêtements, il est fichou. Il est fichou. On fait seulement semblant maintenant qu'il est encore en vie. Et c'est fichu, pourquoi on a fichu. besoin de t'intégrer Ouais. dans ce cadre globaliste. Voilà, c'est tout. Moi, je suis d'accord avec lui qu'il est fichou, mais je ne suis pas d'accord que le globalisme, c'est un antidote. Je dis tout simplement que c'est la dernière étape de cette destruction ou suicide de l'humanité. Thérésita, tu veux conclure ou je... Oui, moi, jusqu'à présent, j'étais d'accord surtout avec Marco, mais je ne suis pas d'accord pour donner autant d'autorité à Tali, qui est un personnage néfaste. Non, non, non. Non, non, je vais juste. Et je pense qu'il y a des systèmes économiques qui sont entrés en banqueroute tout au long tout au long, disons, de l'histoire de la civilisation ou en temps de crise, mais c'est certainement pas le diagnostic d'Attali qui va le soigner.
qui va Bien y sûr. porter remède. Donc, c'est les crises économiques, c'est des crises circonstancielles et on modèle en remplaçant d'autres, etc. Et finalement, le capitalisme, c'est juste un mot. C'est sûr que, par exemple, si on est dans la civilisation du tout dollar, ben ça, c'est un peu terminé. Mais ce sont des cycles très courts. En fait, si on parle vraiment de la survie de l'espèce, je crois savoir que la vie moyenne d'une espèce, c'est 30 000 ans. Bon, l'espèce humaine, en fait, pour l'instant, si l'Homo sapiens sapiens, en fait, on compte en milliers d'années, mais on va peut-être pas y arriver aux 30 000 ans. Il faut avoir quand même cette modestie d'avoir cette perspective, enfin, modestie en même temps hauteur, perspective historique. Des grandes civilisations ont disparu. Sumer a disparu, en fait. Les ziggourats, tu parles de la tour de Babel, c'était un ziggurat, en fait. C'est extraordinaire. Les pyramides égyptiennes, Alexandrie a disparu, Byzance a disparu. Des choses qui nous semblaient sublimes et extraordinaires et irremplaçables et éternelles ont disparu. Les dinosaures ont disparu. On ne sait pas toujours pas exactement pourquoi est-ce qu'ils ont disparu. Donc, nous pouvons disparaître. Je pense que nous pouvons disparaître si nous ne sommes pas capables de diagnostiquer à temps une menace pour ce qu'elle est. Ça, Oui, ce alors sera ma ça. conclusion pour aujourd'hui. Alors moi, juste un petit mot en conclusion. Rebondir sur ce que dit Teresita là-dessus, c'est peut-être que aussi la modernité n'a que 500 ans, 600 ans. Alors, avec tout ce qu'on peut savoir et les limites aussi des critiques passées. Bon, je parlais de Marx tout à l'heure, mais en effet, lui, il parlait de destruction d'un côté, mais de l'autre, il était dans l'idée de la solution définitive dont Marco ou Teresita parlaient, je ne m'en rappelle plus, dont vous parliez, hein, aussi l'idée de la guerre qui va finir toutes les guerres, hein. Et donc, il y avait cette idée chez lui d'un système qui finirait le conflit. Il n'y aurait plus de conflit, tout le côté. Alors, est-ce que le côté conflictuel, c'est notre partie animale, Teresita, ou est-ce que c'est le conflit, comme dit l'autre, le père Héraclite, le conflit comme père de toute chose, et la nécessité d'avancer, etc. Bah, je mets ça en interrogation pour la prochaine fois. Si on peut, si, ouais, l'idée, voilà, est-ce qu'on peut, Teresita en parlait un petit peu là aussi. Est-ce qu'on peut avoir des solutions avant de disparaître? Ou alors Atali a raison. Enfin, écoutez, merci hein, Ben, merci. pour cette bonne discussion. Et puis je vous dis à bientôt. Alors, non, j'ai juste faire un petit coucou comme ça. À très bientôt.